Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cet ultime épisode de la trilogie Aquaman, le primate aquatique, avec aujourd'hui la page Wikipédia de la théorie du primate aquatique, dont je ne vais pas rappeler ce qu'est la théorie du primate aquatique, j'en ai déjà largement parlé dans les vidéos précédentes. Il y a 2 vidéos qui précèdent celle-ci, je vous conseille d'aller les voir si vous voulez comprendre où on en est de notre approche de la théorie du primate aquatique. Aujourd'hui, on s'intéresse notamment à cette infographie de la page Wikipédia de la théorie du primate aquatique, parce que cette infographie, c'est du caviar de millefeuille argumentatif, c'est-à-dire que c'est une jolie infographie poutrée jusqu'à l'os de plein de petits arguments de merde qui, pris individuellement, sont tous nuls, mais alors qui, empilés les uns sur les autres, vous donnent l'impression que ça a presque l'air d'être une théorie intéressante. Eh ben non, ça n'en est pas une. On l'a déjà démontré dans les deux premières vidéos, notamment dans la toute première vidéo. Et là, aujourd'hui, on va donc s'attaquer à ce millefeuille argumentatif qui est vraiment je crois, le fond du gouffre de l'argumentation qu'on puisse avoir. C'est juste, voilà, c'est une jolie infographie avec plein d'arguments tout moisis dedans. Donc on va pas attendre plus longtemps, on va tout de suite commencer avec les arguments qui ont à voir avec la nage et la flottaison. Alors il va falloir que je traduise au fur et à mesure, donc ça risque d'être un peu compliqué, enfin un petit peu, la galère, mais on va essayer de s'en sortir. Alors, premier argument numéro 1 dans le sens de la lecture, la peau est sombre et pigmentée pour bloquer les rayons du soleil en milieu tropical. Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute à ça ? Le premier argument n'a rien à voir avec le fait de vivre dans l'eau. Absolument rien. En quoi les eaux tropicales sont plus à même d'être ensoleillées, d'être dangereuses, de provoquer un cancer de la peau ou des coups de soleil, que le soleil d'une bonne grosse savane africaine comme le prétend la doxa scientifique. Bah aucun, y a rien, et ça va être ça pour tous les arguments, je suis sûr, hein. Je veux dire, je l'ai même pas lu l'infographie, mais je suis sûr déjà, vu la qualité de ce premier argument, je suis sûr que ça va être une suite d'arguments un peu moisdac, des preuves complètement circonstancielles, hein, des preuves, entre guillemets, complètement circonstancielles, et des arguments qui sont complètement cohérents aussi avec le modèle parfaitement admis et consensuel et scientifique et soutenu par des vraies preuves, de l'évolution humaine. Donc là, en quoi l'évolution de l'homme en dehors de l'eau n'expliquerait pas pourquoi en Afrique on a la peau pigmentée ? Bah, il n'y a pas d'explication. C'est juste un argument sorti du cul, on appelle ça. Réduction du nombre de poils et la peau lisse afin de réduire les frottements. Bon bah ça on en a déjà parlé, le fait d'avoir la peau lisse n'est absolument pas corrélé au fait d'être aquatique, puisque il y a des espèces aquatiques qui ont du poil, les loutres, les otaries, les desmans des Pyrénées, les taupes à nez étoilé. Et vous avez de l'autre côté des animaux qui n'ont pas de poils et qui ne sont pas aquatiques comme les éléphants et le fameux ratopnu, dont on a déjà parlé la dernière fois, le ratopnu. la signature d'une théorie moisie, j'ai envie de dire, l'appel au ratopnu. On continue. Une main en forme de cuillère avec un pouce qui a un webbing, donc une membrane, afin d'attraper l'eau. Donc une main palmée. Ceci, pour les tenants de la théorie du primate aquatique, est une palmure. Voilà. Est-ce que j'en rajoute, ou bien il faut que je vous explique à quel point ça c'est inefficace pour nager ? Je pense que vous le savez déjà, hein. Pour ceux d'entre vous qui savent nager, évidemment, parce que tout le monde ne sait pas nager, ce qui devrait déjà en soi être un argument assez fort contre la théorie du primate aquatique de base. Alors, un bras flexible, hein, parce que les animaux, c'est bien connu, les dauphins qui nagent très bien ont un bras extrêmement flexible, hein, les dauphins ont complètement des bras flexibles, hein, les dugongs aussi d'ailleurs, les otaries, ils ont un peu le bras encore flexible, c'est bien pour ça qu'ils arrivent à marcher. Les phoques, vous avez déjà vu les phoques marcher ? Non, les phoques ça marche pas, ça roule comme ça sur le ventre. Parce que justement, ils ont plus de coudes.
Donc le fait que l'être humain ait un coude, c'est plutôt un argument contre l'adaptation à un mode de vie aquatique. Bon, je sais, il y a les hippopotames qui ont encore les coudes flexibles, mais bon, je veux dire, de base, avoir un coude flexible n'est pas un argument en faveur d'un mode de vie aquatique, c'est même plutôt le contraire. Donc un bras flexible et des épaules qui permettent de produire des grands mouvements. Oui, alors ces grands mouvements qui sont permis par notre épaule, ça s'explique très bien aussi par la brachiation, l'adaptation à un mode de vie arboricole, vous savez, comme les primates, comme la totalité des putains de grands singes. Non mais bon. Et évidemment, de temps en temps, il y a des gens qui naissent avec des palmures. Et oui, c'est une condition très rare, mais ça sert d'argument quand on n'a pas d'argument. Les conditions très rares et les erreurs de développement, c'est pas, vous n'êtes pas une erreur si vous avez les mains palmées, mais on est bien d'accord que les problèmes de développement, c'est des preuves qu'on a raison. Surtout quand on a décidé qu'on avait raison d'ailleurs. Alors on continue avec les poils, avec le pattern de distribution des poils qui suit apparemment d'après eux les courants d'eau le long de votre corps quand vous nagez. Alors tout à fait, vos cheveux sont parfaitement au bon endroit pour permettre une bonne pénétration dans l'eau, la tête la première. C'est connu. C'est connu. Donc ça pareil, ça veut rien dire du tout. Et encore une fois, même si à la rigueur le patron de distribution des poils était effectivement cohérent avec un mode de vie aquatique, mais comme on l'a déjà vu, de toute façon, les poils, la présence ou non, et même leur distribution, n'est pas un bon argument pour parler d'une origine aquatique. On est bien d'accord que ce serait une preuve purement circonstancielle de toute façon. Enfin, comme je l'ai dit la dernière fois, et comme je vais le répéter encore une fois, tout n'est pas tout le temps adaptation. Tout ce qui existe sur votre corps n'est pas forcément adapté à faire quelque chose. Le tout adaptatif, c'est un biais qui est presque aussi grave que d'être anti-évolutionniste. C'est-à-dire que croire que tout est adapté, c'est aussi un biais très grave, et il faut arrêter de croire que absolument tout est adapté. Il y a des trucs qui sont là, et puis voilà. Comme l'exemple que je prends à chaque fois, c'est, comme je dis, le scrotum qui permet de soulever 3 kilos. Vous pouvez soulever 3 kilos avec votre scrotum, je vous conseille pas de le faire, mais c'est possible. À quoi ça servirait? À quoi ce serait une adaptation à quoi, ça? À rien, c'est juste là, comme ça, c'est tout. Ça peut être une conséquence, un effet secondaire d'autre chose. Il y a des traits anatomiques qui ne sont que des effets secondaires d'autre chose, par exemple. Donc bref, les humains sont les meilleurs nageurs et les meilleurs plongeurs parmi les grands singes. Oui, c'est sûr que quand tu prends un panel d'espèces arboricoles, effectivement, c'est pas dur de trouver un bon nageur et un bon plongeur. Ceci dit, comparé à d'autres mammifères qui ne sont pas forcément adaptés à la vie aquatique, mais qui pourtant nagent 10 fois mieux que nous, comme les chiens par exemple, on est quand même un peu à chier. Les humains ne savent pas nager instinctivement à l'âge adulte, alors que les chiens le peuvent. Les éléphants savent nager mieux que nous aussi. Il y a plein d'animaux comme ça, vous pouvez prendre au pif, vous les jetez dans l'eau, ils s'en sortiront mieux qu'un humain, vous le prenez à l'âge de 10 ans et vous le jetez dans l'eau. Il y a beaucoup plus de... Donc effectivement, comparé à un gorille, on nage peut-être mieux, ceci dit. J'ai jamais eu le privilège de voir un gorille essayer de nager, donc à discuter. Et cette capacité, elle a dès la naissance et jusqu'à notre mort. Alors non, nager, ça s'apprend, donc c'est pas une capacité. On sait nager peut-être instinctivement quand on naît, mais on perd cette capacité très, très rapidement. Puis si vous avez pas nagé depuis longtemps, vous allez pas nager longtemps non plus. Et si vous avez jamais appris à retenir votre respiration correctement, vous arriverez pas à tenir plus de 20 secondes. Donc ça c'est pareil, c'est un argument pourri. On a plein de façons de nager différentes. On peut nager le crawl, on peut nager la brasse, on peut nager sur le dos. Et ça apparemment c'est un argument. C'est un argument pour dire qu'on a des nageurs professionnels parmi nous, oui. On a une couche de graisse sous-cutanée, comme à peu près tous les mammifères. Alors, elle empêche la perte de chaleur, aussi bien dans l'eau que dans l'air, pas que dans l'eau. Elle augmente notre flottabilité, oui, ce qui est plutôt emmerdant quand tu essayes d'aller chercher de la nourriture sous l'eau. Et elle permet de rendre le corps hydrodynamique. Alors, ça fait longtemps que t'as pas vu des gens qui ont de l'embonpoint, si tu crois que ça rend le corps hydrodynamique, On a un corps qui est fusiforme et hydrodynamique. C'est pareil, chercher l'hydrodynamisme là-dedans.
C'est des gens qui n'ont pas vu un phoque depuis longtemps pour croire que ça c'est hydrodynamique, hein, ou un requin. Je veux dire, ça ressemble à un suppositoire, un animal hydrodynamique, pas un être humain. Donc pareil, c'est même pas une preuve, ça c'est des affirmations que déjà tu regardes et tu fais nah. Débattable, voilà, c'est des affirmations débattables. Si on avait vraiment un corps hydrodynamique, on pourrait uniquement nager, vous savez, en faisant des ondulations comme ça. Je sais pas si vous avez déjà essayé, mais vous allez rapidement vous fatiguer. Hein. Évidemment, répétition du caractère que des fois il y a des gens qui naissent avec des membranes entre les doigts, mais cette fois c'est sur les orteils. Donc bis repetita du même argument. La force de nage est exercée sur le premier et le dernier doigt, enfin le dernier orteil, comme chez les phoques. Oui, alors que chez les otaries c'est surtout sur le premier doigt, et chez les cétacés c'est sur la queue. Ouais, parce que je rappelle que la plupart des animaux qui nagent, ils nagent avec leur queue. Vous savez, la queue qu'on a. Hein? Bah oui. Donc pareil, oui. Cherry picking. C'est-à-dire je suis allé chercher l'exemple qui m'arrangeait le plus. Alors quand bien même ce serait vrai que la force s'exercerait plus avec le premier et le dernier doigt, parce que ça je pense pas que ce soit vrai. Notre dernier doigt il est tellement peu... Enfin le dernier orteil est tellement petit que je vois pas comment il pourrait jouer un rôle très significatif. Et on a des pieds qui ressemblent à des palmes. Bah ça fait longtemps que t'as pas vu des palmes. Alors, et je rappelle que pour un animal semi-aquatique, avoir des pieds qui ressemblent à des palmes, bon, ça peut être intéressant, mais c'est pas aussi intéressant que d'avoir les doigts bien écartés, contrairement à ce qu'on voit chez l'humain où tous les doigts sont, comme il dit, hein, les doigts sont tous fusionnés en un bloc. Donc avoir les doigts bien écartés avec une palmure, hein, et non pas juste un gros bloc de pied qui sert à rien. Et d'avoir les doigts bien écartés aussi pour pouvoir marcher sur le fond vaseux, hein, pour éviter de s'enliser, parce que quand on a une trop petite surface, on s'enlise. Et vous le sentez, la qualité des arguments, ils sont à chier, ces arguments, c'est terrible. Une température du corps inférieure, j'imagine, à la moyenne, avec de faibles fluctuations comme chez les animaux aquatiques. Je sais pas où ils ont vu que la température du corps humain était plus basse que celle des autres animaux. Il y a des animaux qui ont des températures du corps bien plus basses, comme les dugongs, les monotrèmes et les paresseux. Enfin, les xénartres en général. Donc, je sais pas où ils ont vu que le corps humain avait une température inférieure à la plupart des autres mammifères. C'est pas vrai. C'est pas spécialement vrai. Donc là, on est à la limite de la fausse information, à la limite de la fake news. Alors, donner naissance dans l'eau est la vraie façon naturelle pour un humain d'accoucher. Affirmation soutenue par les données, hein, comme l'indique la quasi-totalité des femmes du monde qui n'accouchent pas dans l'eau, du coup. Alors, c'est moins douloureux d'accoucher dans l'eau, les femmes le préfèrent. Bah c'est pareil, c'est appel à la popularité, j'ai envie de dire, appel à la popularité qui n'est pas spécialement pertinent puisque la plupart des femmes n'accouchent pas dans l'eau. Mortalité et taux d'infection réduits, bah par rapport à l'accouchement terrestre, je demande à voir les chiffres, mais c'est évidemment pas là qu'ils vous les donneront. Et c'est pratiqué dans les cultures primitives. L'emploi du mot primitif pour parler d'autres cultures me donne envie de gerber, donc je vais passer à l'argument suivant. J'ai envie de dire, là, je vais réutiliser ce que j'ai dit la dernière fois, mais en gros, vous obtiendrez exactement le même résultat en accouchant en orbite, en apesanteur. Est-ce que ça veut dire que les êtres humains ont évolué pour voyager dans l'espace ? Vous avez 2 heures. Non, vous avez 40 secondes, évidemment que non. La réponse est évidemment que non. Donc, à plus de 1 an, les mouvements volontaires commencent à apprendre à nager, à plonger, à marcher. Ouais, seulement si t'as la chance d'avoir une piscine dans ton jardin, je vois pas bien... Ah non, attends, ça se lit... Alors ouais, là en plus, ça se lit de droite à gauche, pas de gauche à droite. Bah voyons. Alors, le réflexe de l'enfant qui est capable de nager quand il naît, oui, c'est vrai. C'est vrai, mais encore une fois, c'est circonstanciel. C'est purement circonstanciel. Évidemment, il vient d'un milieu qui est lui-même aqueux, l'enfant. Donc évidemment, quand il naît, il se sent à l'aise dans le milieu aqueux. Hein. L'amnios, c'est un milieu complètement aquatique. Donc ensuite, le floating reflex. Donc de 4 à 12 mois, l'enfant est capable de se mettre sur le dos pour ne pas suffoquer.
Voilà, donc l'enfant se met sur le dos pour ne pas suffoquer. Vous savez, parce que l'être humain n'a aucune adaptation au milieu aquatique, donc il est obligé d'avoir la face qui pointe vers le haut pour pouvoir respirer. Vous savez, contrairement à ces animaux qui sont réellement semi-aquatiques, eux, et qui ont le nez qui pointe vers le haut, pas vers le bas comme nous. Hein, donc, encore une fois, moi je peux prendre le même argument, et puis en fait pour moi c'est un contre-argument en fait. Le fait que tu sois obligé de te retourner pour pas suffoquer, et heureusement que nos enfants ont ce réflexe-là, sinon le taux de noyade serait peut-être très élevé, hein, le taux de noyade accidentelle. Donc heureusement qu'ils auraient ce réflexe-là. Ceci étant dit, j'ai jamais entendu parler de ce réflexe-là. Alors peut-être qu'il existe, peut-être qu'il n'existe pas. Mais quoi qu'il arrive, même s'il existe, bah oui, c'est un réflexe intelligent dans la mesure où il permet d'éviter de se noyer parce qu'on a justement aucune putain d'adaptation au mode de vie aquatique. Donc voilà, si on était naturellement adapté à vivre sous l'eau, croyez bien qu'on n'aurait pas besoin d'avoir un réflexe pour garder la tête hors de l'eau. Hein. On n'aurait pas besoin de réflexe du tout, on aurait juste un comportement inné de nager, et puis de vivre tranquillement notre vie dans l'eau. Donc les enfants sont capables de nager, ouais, c'est encore. Donc ça c'est bis repetita toujours du même argument. Ils ont pas peur de l'eau, oui, bah les enfants ils ont peur de rien hein, quand ils naissent, hein, c'est la base. Donc là, une fois de plus, on retrouve l'argument de la graisse. Donc ça y est, c'est le millefeuille argumentatif qui manque tellement d'arguments, qui répète les mêmes arguments plusieurs fois. Donc graisse abondante qui permettent, donc encore une fois, de flotter et d'empêcher de perdre de la chaleur dans le milieu extérieur. Bah, les enfants ont besoin de plus de graisse effectivement que les adultes parce qu'ils ont un corps plus petit, donc ils dissipent plus de chaleur. Après, on pourrait aussi réfléchir sur la distribution de cette graisse. Hein. Je le rappelle, notre nez et nos yeux ne sont pas situés aux beaux endroits pour nous permettre de respirer et de voir ce qui se passe autour de nous quand on est dans l'eau. Pourquoi nous avoir foutu toute notre graisse dans notre cul et nos cuisses et notre ventre? C'est-à-dire à quoi ça sert tout ça? Hein? Pourquoi la graisse elle est pas au niveau de la tête? Pour comme ça la tête elle flotte et on se noie pas. Bah moi je sais pourquoi, c'est parce qu'on n'est pas fait pour ça, mais eux ils ont l'air de croire qu'on est fait pour ça. Bah je me demande ouais, pourquoi ton cul est fait pour mieux flotter que ta tête. Quand tu veux. Alors on a du tissu adipeux brun qui permet de générer de la chaleur, oui, comme les souris. Mais les souris ne sont pas des animaux aquatiques pourtant, comme la quasi-totalité d'ailleurs des mammifères placentaires. J'ai envie de dire. Nos reins ont plusieurs lobes, comme chez les mammifères marins. Alors c'est vrai que les cétacés ont effectivement des reins qui ont plein de petits lobes, mais les vaches aussi. Donc dans l'absolu, les reins des vaches ressemblent beaucoup plus à ceux des cétacés que nos reins à nous ne ressemblent aux reins des vaches. Donc c'est pareil, c'est un argument, ça a probablement rien à voir, le fait d'avoir des reins avec plein de lobes. Ça a probablement rien à voir avec l'adaptation semi-aquatique. Les reins, généralement, ça a plus à voir justement avec la purification du sang, et encore plus quand tu vis en milieu sec, puisque tu as accès à très peu d'eau. Donc je vois pas en quoi le fait de posséder des reins à plusieurs lobes serait une adaptation au mode de vie aquatique, puisque de toute façon les vaches aussi ont ça. Donc le Vernix caseosa, une substance cireuse avec du squalène dedans, qui se trouve sur les nouveau-nés, qui permet un waterproofing et qui a des propriétés antibactériennes. Bah, j'ai envie de dire, je sais pas ce que c'est que le Vernix caseosa, mais s'il a des propriétés antibactériennes, j'ai envie de dire que ça suffit à expliquer ce qu'il fout là, même si on est sur une espèce purement terrestre. Alors je vais quand même vérifier ce que c'est que du Vernix caseosa, parce que là je suis curieux, j'ai jamais entendu parler de ça. Donc la position stratégique du Vernix sur la peau du fœtus suggère une participation dans de multiples fonctions à la naissance, comme une barrière contre la perte d'eau. C'est genre la première explication qu'il donne, c'est une barrière contre la perte d'eau, une adaptation à un milieu donc qui serait plutôt sec, pas tellement humide, hein. Voilà. Donc température, régulation de la température et évidemment l'immunité, comme le suggérait le fait que c'est plein d'anticorps. Donc ça permet d'accomplir plusieurs rôles
dans la transition intra-utérine au milieu extra-utérin. Donc c'est quelque chose qui est déjà bourré de fonctions sans qu'on ait à téléphoner la théorie du singe aquatique pour lui demander une explication. Je veux dire, il n'y a rien de mystérieux. Comme je le disais, à partir du moment où tu dis que ça a des propriétés antibactériennes, bah voilà, on comprend déjà pourquoi c'est là. Mais alors là, en plus, quand la littérature scientifique t'envoie immédiatement vers une explication qui est genre l'opposé de celle qui est donnée par la théorie du singe aquatique, ça te donne quand même le niveau de mauvaise foi qu'il faut avoir. Je veux dire, faut vraiment n'avoir fait aucune recherche. J'ai googlé Vernix caseosa, je suis immédiatement tombé sur une explication qui allait à l'opposé. Faut vraiment avoir une mauvaise foi assez affligeante, du coup, pour parler de ça comme ça. Nous ne pratiquons pas la placentophagie, c'est-à-dire le fait de manger le placenta, parce que c'est pas possible dans l'eau. En vertu de quoi? En vertu de quoi manger son placenta n'est pas possible dans l'eau? Je me le demande. On a des gros nichons qui flottent et qui permettent de nourrir le bébé quand on est immergé. Des gros seins qui flottent. Bah, je me demande si... C'est ça qui est écrit, hein, large floating breast, un gros sein qui flotte. Je me demande si les seins, quand ils sont remplis de lait, flottent réellement. Mais bon, pareil, les seins qui flottent quand t'es dans l'eau, est-ce que ça rentrerait pas dans la catégorie grosse preuve circonstancielle un peu pétée? Point d'interrogation. Voilà, ça permet de nourrir le bébé pendant qu'on est immergé. Donc ça permet en fait d'empêcher le bébé de se noyer, parce que oui, hein, ça c'est un problème avec les bébés, c'est qu'ils ont tendance à se noyer, sauf quand on veut pas qu'ils se noient, parce qu'on a des explications ici pour nous dire qu'en fait les bébés ils se noient pas, mais en fait si, quand ils mangent ils peuvent se noyer, mais en fait... Non mais c'est compliqué, vous savez, et puis c'est pas plein de contradictions. Alors, l'immersion, donc, empêche la douleur, réduit le stress... hormone adrénaline, facilite l'amour, facilite l'hormone de l'amour. Ah non, attends, ça réduit l'hormone du stress, donc l'adrénaline, et ça facilite l'hormone de l'amour, l'ocytocine. Comment? Pourquoi? En quoi le fait d'avoir le cul dans l'eau empêche la sécrétion d'adrénaline? Je crois que si on met un être humain dans l'eau, dans une eau infestée de crocodiles, son taux d'adrénaline risque de crever le plafond. C'est pareil, j'aurais bien aimé. Je sais pas si ces chiffres renvoient à des sources. Ah, mais si, ces chiffres renvoient à des sources. Donc, Van Nischut, Kukulias, Anagram. Alors, est-ce que l'homme était plus aquatique dans le passé, 50 ans après Alistair Hardy? L'hypothèse, la Waterside hypothesis, donc l'hypothèse d'à côté de l'eau, de l'évolution humaine, Betham Science Publisher. Ah bah voilà, was man more aquatic in the past. Bon bah d'accord, j'ai regardé le bouquin et là je sais où ils ont eu tous leurs arguments, quoi. C'est les naissances, voilà. Donc les naissances dans les piscines. Quand on descend, on voit le Vernix caseosa, manger le placenta. Tous les arguments en fait de cette truc semblent être dans ce bouquin, quoi. Donc c'est de là que ça vient, apparemment. Et donc l'ocytocine n'est cité que dans 7 phrases, et ça nous dit, au début des années 90, quand on est devenu plus familier avec le concept d'antagonisme entre l'ocytocine, donc l'hormone de la parturition, une hormone clé dans la parturition, et les hormones de la famille des adrénalines, donc les catécholamines, hormones du stress, j'ai commencé à rechercher des façons de gérer les pathologies communes à l'obstétrique et à la midwifery. Je ne suis pas complètement sûr de comment traduire le mot midwifery, mais bref, vous avez l'idée. Et donc, des injections intracutanées d'eau stérile dans la région lombaire. J'ai proposé des accouchements dans l'eau, voilà. Et nous avons pris en compte la physiologie, nanana. Et donc, arrivé à la fin de ce paragraphe, qui est très long, et donc je vais pas complètement vous traduire, mais en gros, et de toute façon c'est disponible sur Google Books si ça vous intéresse, mais en gros, il y a rien à propos de l'ocytocine.
Voilà, donc comment est-ce qu'il sait? Il n'a même pas fait d'expérience pour voir si le taux d'ocytocine... en tout cas, il ne décrit pas d'expérience pour déterminer si oui ou non l'ocytocine était élevé dans le sang des mères. Tout ce qu'il raconte là, c'est des cas, c'est juste des anecdotes en fait sur comment il a mis des femmes dans l'eau et ça a soulagé leur douleur. Voilà. Aucun... Il n'y a pas eu de dosage du taux d'ocytocine et d'adrénaline. Je... je vois pas. Je vois pas du tout. Et pourtant, c'est la source qu'il cite. Mais bon, ils n'ont pas du tout regardé l'ocytocine, le taux d'ocytocine dans le sang maternel à ce moment-là. Donc, pourquoi? D'où vient cette affirmation? Eh ben, vous ne le saurez jamais. Voilà. On continue avec les genres et sexes. Alors, genre et sexe. Les cheveux sont plus thick et plus épais donc et plus forts pendant la grossesse. Donc ça sent encore la preuve circonstancielle. Les cheveux sont plus épais pendant la grossesse. Comme ça, l'enfant peut s'accrocher dessus. Alors, ouais. Bah c'est pareil, il peut s'y accrocher pour flotter, mais bon, il peut aussi s'y accrocher quand on le porte sur le dos, hein. En dehors de l'eau, je veux dire. Donc encore une fois, en quoi c'est une preuve plus en faveur de la théorie aquatique que de la théorie terrestre. En plus, ça empêche de se mouvoir dans l'eau les cheveux, hein. C'est pas exactement la meilleure chose à avoir pour nager des cheveux. C'est même très emmerdant en réalité les cheveux quand on essaye de nager. Alors le cul, le cul, hein, le buttocks, est bien rebondi. Bah, alors bien rebondi, oui, c'est pas toutes les populations qui ont un popotin très rebondi, hein. Les Européens sont plutôt mal lotis de ce point de vue-là, mais bref. Donc, qui dans certains cas aboutit à la stéatopigie, et ça fait une plateforme pour porter le bébé. Oui, pas uniquement dans l'eau. Au contraire, les femmes coessanes, hein, les femmes qui sont justement connues pour avoir des conditions stéatopiges très prononcées, les bushmen donc, elles étaient connues pour justement porter leur bébé sur leur cul, sur terre, pas dans l'eau. Donc pareil, en quoi c'est un argument plus pour l'hypothèse aquatique que terrestre? Vous ne le saurez pas. Les poils faciaux et la tête chauve permettent au corps d'être plus hydrodynamique, et la tête et le cou et ça permet à la tête et au cou ça permet de mieux plonger, quoi. En quoi le fait... Alors, pourquoi d'un côté avoir... C'est marrant, en fait, c'est la théorie qui se contredit elle-même et donc qui prouve qu'elle est complètement irréfutable. Puisqu'en fait, si tu as les cheveux longs, c'est une adaptation à la vie aquatique, et apparemment, même quand t'es chauve, c'est une adaptation à la vie aquatique. Alors moi, j'aurais eu tendance à dire, oui, être chauve, effectivement, ça me semble être mieux comme adaptation à la vie aquatique. Enfin, du moins, parce qu'au moins, je veux dire, ça, effectivement, ça fait une surface lisse, ça rend le corps un peu plus hydrodynamique. Alors qu'avoir une grosse touffe de cheveux, c'est vraiment le pire que tu puisses avoir pour pouvoir nager. C'est-à-dire avoir du poil ras, ça marche aussi, ou être chauve, ça marche. Mais avoir des longs cheveux, ça me semble être une mauvaise idée. Mais du coup, là, la barbe aussi, ça rend le corps plus hydrodynamique, je vois pas pourquoi. Je veux dire, c'est l'affirmation, la barbe est plus hydrodynamique. D'accord. Donc les poils faciaux sont un signal au-dessus de la surface de l'eau. Ouais, et disent-ils, hein, donc ils nous disent c'est des caractères sexuels qui sont surtout localisés sur la face, parce que les êtres humains ne peuvent pas voir sous l'eau, parce que nous ne sommes pas adaptés à voir, entendre ou sentir sous l'eau, contrairement à d'autres animaux aquatiques qui sont eux réellement aquatiques. Donc il faut que les caractères sexuels secondaires soient au-dessus de l'eau. C'est ce qu'ils nous disent. Bon, bah, et sur la même image, ils nous mettent des poils pubiens. Vous savez, un autre caractère sexuel secondaire qui, lui, se situe largement sous l'eau. Voilà. Je n'ai rien d'autre à dire. Encore une fois, c'est un tissu de contradiction. Donc, un pénis plus long en réponse à un plus long vagin. Un plus long vagin pour mieux isoler l'utérus de l'eau de mer.
Un long vagin, ce serait une adaptation à la vie aquatique, oui, parce que quand il y a pénétration, il n'y a pas d'eau de mer qui peut rentrer justement avec ton long pénis. Hein, ça n'a rien à voir. Je comprends pas d'où sort cet argument en fait. Les éléphants aussi ont un très long pénis. Il y a plein d'autres animaux terrestres qui ont un long pénis. C'est vrai qu'on a un plus long pénis que la plupart des autres grands singes. Encore que, il faudrait vérifier par rapport aux bonobos. Mais je vois pas. Enfin, il y a plein de singes et d'autres espèces terrestres qui ont des pénis relativement longs et je pense même plus longs que celui d'un être humain. Donc je comprends pas bien d'où vient cette idée. Les menstruations sont synchronisées avec le cycle lunaire et celui des marées. Ça fait longtemps que vous avez pas fréquenté quelqu'un du sexe féminin. C'est quand la dernière fois C'est quand même hallucinant de lire un truc pareil. Les menstruations sont synchronisées avec le cycle lunaire et celui des marées. Sophie, tes menstruations, elles sont synchronisées avec le cycle lunaire et celui des marées? Merci. Bon. Les grandes lèvres, l'hymen et les crêtes vaginales sont waterproof, donc sont imperméables et imperméabilisent le vagin. Le pH est faible, donc acide. Il y a des colonies de lactobacillus dans le vagin, ce qui empêche les pathogènes de l'eau. Enfin, les pathogènes venant de l'eau. Ou alors, c'est juste une muqueuse, et comme toutes les muqueuses, elle empêche les pathogènes de rentrer, quelle que soit leur origine, pas forcément venant de l'eau. Hein. Surtout, les pathogènes venant d'une région qui serait éventuellement à l'hygiène douteuse, parce qu'elle sert aussi à la miction, comme par exemple un pénis. Je dis ça, je dis rien. C'est pas comme si la région du vagin était aussi très très proche de l'organe qui sert à la miction chez les femmes, et du coup aurait besoin effectivement d'être très protégé contre les possibles infections. Il n'y a pas d'ailleurs que la miction qui est pas loin, il y a aussi l'excrétion. Hein. Donc, enfin l'excrétion, la déjection plutôt, les excréments. Parce que l'excrétion, c'est pas ça. Mais voilà, la production d'excréments se situe pas loin non plus. Faut voir que le corps humain, c'est une merveille de ce point de vue-là, c'est que tout ce qui est dégueulasse se passe autour de la zone de reproduction. c'est génial pour l'hygiène. C'est génial. Ça, c'est aussi un argument contre les anti-évolutionnistes, ça, là, les créationnistes qui disent que la nature est bien faite, ouais. Pourquoi le trou du caca, du pipi et de la reproduction se trouvent tout au même endroit, dans la même région, hein, c'était trop hygiénique, je suppose, de séparer ça. Bref. Donc l'œstrus est caché chez les femmes. Il n'y a pas... Alors il y a dû à la présence d'un signal visuel et les phéromones, le signal phéromonal, qui sont cachés dans l'eau. Alors les phéromones, ça marche aussi dans l'eau. Hein, oui. C'est juste que, comme l'être humain n'est pas adapté à la vie aquatique, il n'est pas capable de sentir dans l'eau. Il n'est pas capable de capter les odeurs dans l'eau. Mais normalement, les odeurs, ça se capte dans l'eau quand on est adapté à la vie aquatique. Et les phéromones aussi, on est capable de les capter. Ça n'annule pas les phéromones, hein. Au contraire. Hein. Au contraire, ça permet de les disperser beaucoup plus facilement. Non, encore une fois, c'est le fait que l'œstrus soit caché chez l'humain et ce qu'ils nous disent là plus particulièrement, ça a beaucoup plus à voir avec le fait que justement nous ne sommes pas des espèces aquatiques, nous ne sommes pas adaptés du tout à vivre sous l'eau et notamment à voir, sentir et entendre sous l'eau. Nous sommes à chier sous l'eau, hein. Le sexe face à face, voilà, on pratique plus souvent le sexe face à face parce qu'on a un straight body plan, un corps droit, et le vagin est dirigé vers l'avant. Oui, en quoi est-ce que ça, c'est plus un argument en faveur d'une... Ça, c'est lié à la bipédie. C'est pas lié spécialement à la vie aquatique, donc en quoi c'est un argument qui est lié à la vie aquatique? Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas un argument valable de vie aquatique. Marcher et courir.
Courir, important quand on vit sous l'eau, courir. Marcher et courir, c'est super important quand on vit sous l'eau. Alors, être bipède pourrait avoir été amélioré, enfin été encouragé par le wading. Donc le wading, c'est quand on marche dans une eau peu profonde. C'est ce que ce chimpanzé-là est en train de faire, que je vous montrais la dernière fois. Voilà, ça c'est le wading. C'est le fait de marcher dans une eau peu profonde et debout. Donc ça, c'est effectivement un comportement qu'on voit chez les singes. Je n'étais pas au courant la dernière fois, maintenant je le suis. Alors, pour aller chercher de la nourriture dans l'eau peu profonde, alors je rappelle que pour aller chercher de la nourriture en eau peu profonde, on a la pire anatomie du monde, hein, puisque, encore une fois, la bouffe est dans l'eau et on peut pas y mettre la tête. Et on ne verra rien si on essaye d'ouvrir les yeux dans l'eau, donc c'est un peu con. Notre corps est supporté par la flottabilité, enfin par la poussée d'Archimède, oui, comme le corps de n'importe quel animal qui se tremperait à moitié le cul dans l'eau, donc pourquoi ça s'applique plus à l'être humain qu'autre chose, on sait pas. Et ça vient à bout, enfin ça fait disparaître de nombreux désavantages, donc j'imagine qu'il parle du dos, oui, mais ça provoque d'autres désavantages, et notamment le fait que si vous restez trop longtemps dans l'eau, si vous passez littéralement votre vie dans l'eau, hein, si vous vous croyez semi-aquatique et passez votre vie dans l'eau, vous allez rapidement avoir un problème de thermorégulation, hein, à savoir que vous allez juste mourir de froid, parce que toutes les eaux du monde ne sont pas à 37,5 degrés, hein, la plupart des eaux du monde vont vous faire mourir d'hypothermie. Deuxièmement, vous allez rapidement, enfin si vous restez vraiment super longtemps dans l'eau, c'est comme dans l'espace, hein, vous allez développer de l'ostéoporose, puisque la poussée d'Archimède va rendre vos ossements plus faibles. Vous allez développer des atrophies musculaires, etc., etc. Donc non, ça peut créer aussi de nombreux autres problèmes, sans compter les nombreux problèmes d'infection qui peuvent avoir lieu, puisque vos muqueuses ne sont pas du tout adaptées en réalité à rester dans l'eau constamment. Donc vous allez aussi développer des infections, notamment dans la région génitale. Donc ça va pas être non plus la fête du slip. Donc là on répète l'argument du bipédalisme, hein, de la posture bipède. Posture bipède obligatoire et upright posture. Upright posture c'est la même chose que posture bipède obligatoire, je vois pas pourquoi ils répètent ça. Et les longues jambes, alors ça, ouais, corps droit, qui n'a aucun intérêt quand on est semi-aquatique, je veux dire, la totalité des espèces semi-aquatiques, ou presque, à part si on enlève les canards, sont quadrupèdes dans l'eau, donc pourquoi être bipède serait un avantage en milieu aquatique, je ne sais pas. Et les longues jambes qui permettent la plongée, alors ça, c'est intéressant ça, comme les longues jambes qui permettent la plongée, pourquoi, en quel honneur? Le fait d'avoir des longues jambes, je vois pas comment ça permet la plongée, c'est marrant, c'est ces arguments qui sont censés être des arguments, mais les longues jambes permettent la plongée, parce que vous le saurez pas. Vous le saurez pas. Faut aller voir la référence 2 pour le savoir. Et la référence 2, ah bah tiens, c'est le livre de Morgane Hélène. Vous savez, c'est celle qui nous a donné un speech la dernière fois où elle faisait un salut nazi. Elle faisait un salut nazi en imitant le diktat des académiens, le diktat des universitaires, hein, vous savez, celle qui a du respect pour la science, donc non, voilà. La référence invoquée, donc, est une référence, elle est même pas non scientifique, c'est une référence anti-scientifique. C'est encore pire. Donc si vous croyez que ça c'est un argument scientifique, perdu. Alors, nous avons de l'endurance quand nous courons. Eh oui, et ça, y a que dans l'eau qu'on peut développer de l'endurance en courant. Ah non, notre endurance en courant ne s'est développée que récemment. Oui, enfin, deux bons millions d'années quand même, c'est pas... Au moins 2 millions d'années, c'est pas si récent que ça. Alors, les préadaptations sont des longues jambes et un bon sens de l'équilibre. Donc un bon sens de l'équilibre que nous avons comme nous sommes dans l'eau, hein. Je suis sûr que tous ceux qui se sont tenus debout dans l'eau, dans de l'eau qui ruisselle, qui plus est, savent à quel point nous avons un sens de l'équilibre démentiel quand nous sommes comme ça. Et les gens savent à quel point le fait d'avoir des longues jambes, des jambes solides. Les gens savent à quel point on développe des jambes solides quand la poussée d'Archimède nous permet de nous tenir debout. Bah oui, parce que je rappelle que si la poussée d'Archimède vous permet de vous tenir debout, il n'y a aucun intérêt à avoir des jambes solides puisque c'est la poussée d'Archimède qui fait le boulot.
Donc les jambes solides, mes fesses. À la rigueur, vous aurez les os très lourds, mais vous n'aurez pas forcément des muscles très puissants par contre. Au contraire, vous aurez plutôt de l'atrophie musculaire. Et on voit la plupart des espèces qui s'adaptent au milieu aquatique, généralement, finissent par perdre leurs jambes. Hein. Les dauphins, les dugongs, les phoques, dont les jambes et les bras aussi d'ailleurs sont très réduits. Donc il y a guère que les otaries qui ont encore des jambes à peu près correctes. Hein. Bon, et puis après vous avez les loutres et tout ça qui ont encore une forte composante terrestre à leur mode de déplacement. Mais bon, ça se voit quand même que globalement, vivre dans l'eau, ça aide pas à développer des jambes puissantes. Voilà, en gros c'est ça l'idée. C'est même le contraire d'ailleurs, ce qu'on voit généralement arriver chez les espèces semi-aquatiques, c'est que le sacrum, donc la région où le bassin s'attache à la colonne vertébrale, compte de moins en moins de vertèbres. Donc en fait l'attachement des jambes au reste du corps devient de plus en plus faible au fur et à mesure qu'on s'adapte à la vie aquatique. Donc non, développer des jambes puissantes, c'est l'antithèse d'une adaptation à la vie aquatique. Donc le fait que l'être humain ait fini par développer de l'endurance running, donc la course de fond, c'est un contre-argument puissant contre la théorie du primate aquatique. Et puis ensuite, on a les nouvelles adaptations. Alors, les glandes les glandes à sueur, les glandes écrines, la voûte plantaire et les petits orteils. Alors, des nouvelles adaptations qui donc seraient venues avec la course de fond. Vous savez, on avait donc des doigts très très longs. Hein. Les australopithèques sont connus pour leurs orteils d'une longueur extraordinaire, puisque évidemment c'était des palmes. Ah bah non. La voûte plantaire, c'est vrai que c'est quelque chose qui s'est développé uniquement chez le genre Homo. Et ça, on en a la preuve avec les fameuses empreintes humaines qu'on trouve. Ceci étant dit, ça n'empêchait pas les australopithèques d'être bipèdes. Donc c'est pas spécialement nouveau et dû à bipède terrestre, je veux dire, puisqu'on a des empreintes d'australopithèques à la Étolie qui montrent que Australopithèque était tout à fait capable de marcher sur le sol à sec, à pied sec. Donc sachant que les empreintes de la Étolie, ça s'est formé dans des cendres volcaniques, donc les volcans en éruption ont formé des nuages, il y a eu de la pluie qui a ruisselé avec des cendres, et du coup ça a formé une couche de boue de cendres. Et donc nos australopithèques à la Étolie ont marché dessus, et donc ce qui montre bien qu'ils étaient capables de marcher debout sans être dans un milieu aquatique. Donc pareil, c'est pas spécialement nouveau comme adaptation. Et quant aux glandes à sueur, eh bien les glandes à sueur, tous les animaux en ont, au moins sur les paumes, donc c'est pas spécialement nouveau, c'est pareil. À partir du moment où la peau est nue, les glandes à sueur ont pu se répandre sur la totalité de la peau. C'est pas une innovation particulièrement. Et les caractères qu'on a hérités de nos ancêtres primates, enfin de nos ancêtres singes, donc la capacité de grimper, la gymnastique, la bipédie partielle, donc ils admettent totalement que la bipédie n'avait pas besoin de cette phase aquatique pour évoluer, c'est bien d'être honnête. Et du coup la posture debout déjà acquise, ou au moins partiellement acquise, et le pouce opposable. Bon. Et ça, donc, ils mettent ça dans la liste des arguments, ces deux trucs-là, ils mettent ça dans ils ont pas peur, hein. C'est la liste des arguments en faveur du singe aquatique. Alors que c'est à l'opposé du singe aquatique, hein. Donc, jusqu'à présent, on a surtout des arguments, donc, au mieux, c'est des arguments qui marchent circonstanciellement, hein, c'est-à-dire oui, si on admet que la théorie du primate aquatique est vraie, alors ça fonctionne, ou alors c'est des mensonges, ou alors, le plus souvent, ça a rien à voir. Et évidemment, on a tout le reste et la totalité s'explique très bien dans un schéma où l'être humain aurait évolué uniquement sur Terre. Donc, la théorie du primate aquatique jusqu'à présent, là, avec les arguments qu'ils nous ont donnés, on est à la moitié, mais avec ce qu'on a déjà arrivé à la moitié, elle est juste inutile. On n'en a pas besoin pour l'instant. Elle ne justifie rien, en fait. Elle n'apporte rien de plus que les explications qu'on a déjà, et qui, elles, sont soutenues par le registre fossile. Hein ? Je rappelle que les australopithèques, les êtres humains, tout ça, on les trouve dans des grottes, hein, dans des milieux karstiques.
qui se sont formés, donc très très loin des points d'eau. Hein, les points d'eau, ils étaient souterrains. Voilà, il y a de l'eau froide dans laquelle ils ne pouvaient pas vivre. Donc, et dans ces grottes, on ne retrouve aucun ou presque aucun élément aquatique. Il y a très très peu de crocodiles, très très peu de fossiles de crocos, d'hippopotames. Les seuls fossiles aquatiques qu'on peut retrouver éventuellement, ça va être des petits rongeurs aquatiques qui se sont fait choper par les hiboux, en gros. Donc, ce qui montre bien que, ce qui du coup soutient très bien, très fort, que l'hypothèse que les australopithèques, eux, seraient les seuls éléments aquatiques de ces grottes, est très très peu probable. Voilà. Donc, jusqu'à présent, cette hypothèse du primate aquatique, ou cette théorie du primate aquatique, ne justifie même pas son existence. Voilà. En plus du fait, comme je le disais, et c'est les arguments que eux avancent, hein. Je veux dire, c'est leurs arguments à eux, là. Hein. Alors, au moins, ils sont sourcés. On va pas leur... Après, les sources, elles puent, hein. Je veux dire, les sources sont pas toutes les meilleures du monde. Hein, on est bien d'accord. Ceci dit, ça me rappelle d'ailleurs la dernière fois quand elle disait personne a publié, il n'y a aucun scientifique qui a publié sur la théorie du primate aquatique. Vous voyez, c'est de l'ostracisation, ils nous aiment pas, on met en cause le système, tout ça. Et là, vous voyez les dates, 1960, 1982, c'est elle qui l'a publié. Là, c'est encore elle qui l'a publié, 1990. Il y a de la diversité dans les sources, je vois. Hein. C'est surtout Morgan Helen, 82, 90, 97. Hein. Mais là, on a... non, là, c'est Souvenir Presse, donc c'est un livre, c'est même pas une revue scientifique. Là, c'est une revue scientifique, mais ça date de 2011, donc on peut pas lui reprocher. Mais au moins, ça montre qu'en 2011, il y a au moins des gens qui ont essayé de faire des publications scientifiques. Bon, là, c'est le livre qu'on a vu tout à l'heure, mais bon. En 2010... on a Wiley Backwell, voilà, ça c'est un ouvrage scientifique aussi, Wiley Backwell. Donc on a effectivement encore une source en 2010 qui montre que les gens s'y sont intéressés, enfin que les scientifiques s'y sont intéressés. 2010, est-ce que ça a été publié dans Naturwissenschaften, donc ça aussi c'est un journal scientifique. Niemitz 2010, l'évolution de la posture debout, une revue et une synthèse, donc voilà. En 2010, il y a encore eu un scientifique qui s'y est intéressé, et en 96, non ça c'est Celestial Art, c'est pas une revue scientifique, In Medical Hypotheses, donc ça c'est en 1985-1996, Nutrition et santé 1993, Écologie, recherche et progrès 2007, ah bah là. Donc ces gens-là, la Verhagen et al., ils ont publié en 85, 87, 93 et 2007, hein, mais à part ça, les scientifiques, ils s'y intéressent pas à ma théorie, qu'elle disait. Bon. Alors, la capacité à plonger et à aller chercher de la nourriture sous l'eau. Vous savez, où il faut mettre la tête sous l'eau, et où on peut pas voir, et où on peut pas renifler, où on peut rien entendre. Vous savez, et où on n'a pas les moustaches non plus comme les otaries pour pouvoir sentir, et où on n'a pas les adaptations de la taupe à nez étoilé aussi pour sentir. Vous voyez, ça va être compliqué du coup d'aller chercher de la nourriture sous l'eau, mais on va voir comment ils s'en sortent. Donc, l'importance chez Early Homo de pratiquer... De quoi ? Alors, aller chercher de la nourriture sous l'eau, en gros. C'est important chez Early Homo sapiens, et c'est toujours pratiqué chez les tribus côtières. Oui, mais ils galèrent. Donc j'imagine qu'ils font référence à Blombos, là où on trouve énormément de coquillages qui ont été donc c'est Blombos, c'est une cave, c'est une grotte en Afrique du Sud, et on a effectivement un abri sous roche. Il y en a pas mal des abris sous roche sur le bord de la côte en Afrique du Sud, et on pense qu'effectivement l'apport des ressources côtières a été très important dans le développement d'Homo sapiens, notamment en Afrique, au tout début de son apparition et aux alentours d'une centaine de milliers d'années. Donc. Et on pense que ça a aussi été important dans le développement alors ce qu'on appelle la modernité culturelle, quoi que ça veuille dire, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais bref. Donc il y a eu effectivement une phase, en tout cas c'est ce qu'on pense à l'heure actuelle, bien que ça a été questionné très récemment dans un article publié par Wilkins
et al. L'année dernière, je crois, mais bref. Ça a été questionné récemment, mais le consensus pour l'instant, c'est de dire que effectivement, les zones côtières, notamment en Afrique du Sud, ont été très importantes, et notamment les ressources sur les côtes ont été très importantes dans le développement de la modernité culturelle chez Homo sapiens. On va pas rentrer dans le débat. Ce qui est important de noter, c'est que à ce moment-là, Homo sapiens maîtrise déjà le feu, et que du coup, bah c'est quasiment, je veux dire, c'est complètement débile de s'imaginer que Homo sapiens vivait dans l'eau. Voilà. C'est à ce moment-là, le feu est déjà domestiqué depuis super longtemps. On connaît l'importance du feu dans le développement de l'être humain, notamment dans la cuisson de la nourriture, le fait de pouvoir se réchauffer la nuit, etc., etc. Donc, arriver au moment d'Homo sapiens, c'est déjà trop tard pour développer des adaptations à la vie aquatique. Homo sapiens, il est déjà attaché au milieu terrestre de façon irréversible. Je veux dire, quand bien même on admettrait qu'il y aurait une phase aquatique avant ça. De deux, justement, parlons-en de cette phase aquatique. Il nous précise bien que chez Homo sapiens, enfin le early Homo sapiens, donc l'Homo sapiens du début, celui qui vivait il y a entre 300 000 et 100 000 ans. Donc chez l'Homo sapiens du début d'il y a 300 000, 100 000 ans, c'était important d'aller chercher la nourriture sous l'eau. Oui, mais enfin t'es bien d'accord que si la bipédie s'est développée grâce à la théorie du singe aquatique, là, cette adaptation au mode de vie aquatique, elle date pas d'Homo sapiens, elle date de plusieurs millions d'années. D'au moins 6 ou 7 millions d'années, voire même plus que ça. Donc c'est, encore une fois, hein, c'est le présent et puis avant. Hein, 2 unités de temps. Et si ça se passe avant, qu'importe à quel moment ça se passe, ça confirme. Donc voilà, fuck la chronologie. Tant qu'il y a de l'eau dans l'histoire, moi je prends. Voilà, on s'en fout. Donc la collection de shellfish, donc ce sera les coquillages, chasser du poisson pour la nourriture, trouver des coquilles, trouver des perles pour les échanges. Oui, bon, bah, c'est ce que je disais, la modernité culturelle. Hein. Donc ça, je le conteste pas, mais bon, ça se fait, je veux dire, ça se fait très bien sans vivre dans l'eau, hein, juste en vivant sur la côte, mais sans vivre particulièrement dans l'eau. Alors le bimodal diving pattern, similaire à celui des loutres, donc on fait qui consiste en une série de petites plongées de moins de 20 minutes. Bah j'espère bien parce que j'espère bien parce que 20 minutes c'est un record du monde là, non? C'est quoi le record, tiens, le record d'apnée? Je me demande combien c'est là. Parce que quand même, là, 20 minutes, il me semble que c'est un record, non? 24 minutes, ouais, c'est ça. C'est 24 minutes apparemment le record d'apnée. Donc oui, j'ose espérer, ouais, que les plongées font moins de 20 minutes, parce que. Mais du coup, qui était capable de faire ça là chez Early Homo sapiens là? Et donc on remonte par intervalle et on peut plonger jusqu'à 100 mètres. C'est quand que ça arrive, le syndrome de décompression, hein? Le syndrome de décompression, s'il vous plaît. Alors là, du coup, alors que je regarde justement sur Wikipédia pour me renseigner, là, je prends la liste de tout ce qui peut t'arriver pendant que tu fais de la plongée, de toutes les merdes qui peuvent t'arriver quand tu fais de la plongée, c'est quand même assez balèze, hein. Mais du coup, ouais, le syndrome de décompression, donc apparemment, il y a des accidents chez les pêcheurs de perles, qui plongent à seulement 40 mètres en apnée. Donc ouais, j'espère bien aussi que vous descendez à moins de 100 mètres. Donc là, t'es en train de nous comparer à des loutres alors qu'on n'est même pas capable de faire un dixième de ce qu'elles sont capables de faire. Mais c'est rien, on va se comparer aux loutres, hein. On va se comparer aux loutres alors qu'on crève en moins d'un dixième des capacités qu'elles sont capables de faire. Enfin bref. C'est encore une fois, hein, on est à la limite du mensonge là, quand même, hein, en nous comparant aux loutres. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, on continue. Nous sommes capables d'égaliser notre audition. On est capable d'égaliser notre audition dans la profondeur. Je comprends même pas ce que ça veut dire. Et je vais pas chercher à comprendre, surtout si t'as pas fait l'effort de formuler ça d'une façon compréhensible, je vais pas faire l'effort de comprendre. Hein. Equalize ears at depth. Je sais pas. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on n'entend rien. Voilà, mais à part ça...
Alors, le larynx descend et permet à la bouche de respirer et d'inhaler plus d'air avant d'aller plonger et durant la plongée. Oui, mais inhaler de l'air, c'est une énorme connerie, en fait. C'est pas le meilleur moyen. Le meilleur moyen de plonger, c'est de vider les poumons et de stocker l'air dans ses muscles. Justement, ça évite les accidents de décompression. Mais bon, et ça évite aussi de développer des énormes embolies à cause de la pression, etc. Donc, garder l'air dans les poumons, c'est pas exactement la meilleure idée du monde quand on est plongeur. Enfin après là, s'il y a des plongeurs qui m'écoutent, venez partager votre expérience. Je vous en prie, hein, y compris si je dis des conneries hein, d'ailleurs. Hein, mais partagez votre expérience, je suis curieux de savoir. Mais à mon avis, sachant ce qu'on sait du milieu animal, enfin des adaptations chez les animaux, voilà, les cétacés typiquement, ils stockent l'oxygène dans leurs muscles, pas dans leurs poumons. Ils vident complètement leurs poumons et l'oxygène est gardé dans les muscles. Voilà. Ils ont de la myoglobine, qui est une énorme quantité de myoglobine. On en a aussi, hein, puisque on en a aussi de la myoglobine, mais les cétacés en ont énormément plus, et ça permet de conserver l'oxygène sans avoir à garder les poumons. Parce qu'en plus, avoir les poumons pleins d'air, c'est le pire du monde aussi pour plonger, parce qu'évidemment tes poumons sont pleins d'air, donc tu dois dépenser plus d'énergie pour aller au fond de l'eau. Et comme on n'est pas du tout adapté à ça, eh ben, on est obligé de garder de l'air dans nos poumons comme des glandus, comme des crétins, on garde de l'air dans nos poumons, et puis on nage contre la poussée d'Archimède comme des blaireaux, alors que contre la flottaison de nos propres poumons, qu'on est obligé de garder plein d'air, parce qu'autrement on crève. Donc l'être humain, encore une fois, c'est un des pires designs possibles pour vivre sous l'eau. Bref. On a un meilleur contrôle de notre souffle, de voluntary breath, afin de planifier nos inhalations. Donc alors ça, finalisme, finalisme, salut. Le meilleur contrôle de notre souffle vient peut-être du fait qu'on parle, qu'on communique. Hein. On en parlait la dernière fois, hein, qu'elle disait la communication est permise par le contrôle de notre souffle. Oui, mais on n'est pas les seuls primates à communiquer en poussant des cris. Et hein, y a les singes hurleurs et les gibbons, par exemple, ils sont très connus pour avoir un contrôle de leur souffle qui, à mon avis, surpasse largement celui des humains. Donc on retrouve cet argument un peu moisdac et qui peut être retourné complètement, en fait. On n'est pas les seuls animaux à avoir un contrôle de notre souffle. Je sais pas d'où vient cette idée qu'on est les seuls animaux à avoir un contrôle de notre souffle. Je veux dire, tous les animaux qui poussent des cris, par définition, ont un contrôle de leur souffle. Et à l'inverse, il y a des animaux qui ne poussent absolument pas de cris, comme les crocodiles et les tortues, et qui vivent très bien sous l'eau. Donc, donc le lien entre contrôle volontaire du souffle, parole et apnée, c'est un raccourci de l'enfer. Hein. Et on a donc avec ce lien, ce contrôle de notre souffle, on a un pattern de souffle. Donc on inspire rapidement et on expire lentement. Et ça, c'est similaire à la parole. Et ça, ce serait un argument pour le primate aquatique. Je sais pas pourquoi. C'est pas évident pourquoi ça le serait. Et on a donc un fin contrôle de notre respiration. Et c'est adapté. Alors c'est bien parce qu'ils disent c'est préadapté pour la parole. Regardez, je vais cacher pré. Et voilà, on a un contrôle très fin de notre souffle adapté à la parole. Tout se passerait comme si le fait d'avoir développé la parole nous a aidé à développer un contrôle fin de notre souffle. Hop, vous l'enlevez, c'est un argument. Vous rajoutez pré, ça fait un argument pour le singe aquatique, vous l'enlevez, hop, ça fait un argument contre. Quand ça tient à si peu de choses, j'ai envie de dire, vaut mieux s'abstenir. Alors nous avons des réflexes de plongée. Donc la bradycardie, notre cœur se ralentit. Bah oui, notre cœur se ralentit quand on arrête de respirer, oui. Mais ça, je pense que tous les animaux l'ont, hein, très honnêtement. La vasoconstriction, donc la vasoconstriction périphérique, à savoir que notre circulation sanguine se coupe dans
dans nos extrémités afin de préserver l'oxygène. Bah oui, ça va peut-être avec le fait que tu es en train de te retenir de respirer, ouais. Si tu bloques la respiration, effectivement, il est probable que tu provoques un réflexe de vasoconstriction, mais je vois pas en quoi c'est lié, encore une fois, au fait de plonger. Donc le shift du sang, le sang remplit les poumons, les vaisseaux des poumons et les cavités dans les profondeurs extrêmes pour empêcher les organes de s'écraser. Bah, c'est pareil, enfin, si, à partir du moment où tu as un récepteur qui capte la pression, l'organisme va réagir avec une contre-réponse à ça, quoi. Donc c'est pas forcément en lien, ça n'a pas forcément à être en lien avec la pression, mais bon, à la limite, encore une fois, preuve circonstancielle, c'est-à-dire que c'est un truc, on s'en serait probablement jamais rendu compte si quelqu'un avait pas été suffisamment fou pour aller dans des extrêmes profondeurs, hein. Parce que là, encore une fois, là, tous les accidents là dont je parlais tout à l'heure de plongée, sont des forts contre-arguments pour dire que ouais, non, mais en fait, on n'est pas tellement fait pour aller à des grandes profondeurs, en fait, on est même plutôt à chier. On a même plutôt une physiologie à chier pour ça. Donc ouais, bon, il y a un truc qui marche quand on va à grande profondeur. Bon, comparé à tout ce qui marche pas à côté, je sais pas si ça compense réellement. Notre colonne vertébrale est flexible, ce qui nous permet de faire des ondulations sous l'eau. Bon, je connais pas beaucoup d'animaux qui ont une colonne vertébrale non flexible, ceci étant dit. Hein, je veux dire, je pense qu'un cabri, hein, la façon dont le cabri saute, lui permettrait aussi de faire des ondulations dans l'eau s'il le voulait, mais bon, je vois pas d'où ça vient, ça, cette colonne vertébrale. C'est-à-dire que, encore une fois, ça c'est l'argument irréfutable, c'est-à-dire qu'il faudrait avoir une colonne vertébrale complètement raide. En gros, c'est ça que ça veut dire, c'est-à-dire que si on était réellement terrestre, on aurait une colonne vertébrale complètement raide. Non. Non, le modèle d'évolution humaine en milieu terrestre n'implique pas forcément qu'on ait une colonne vertébrale totalement raide. Donc à partir de là, avoir une colonne vertébrale flexible n'est pas une preuve du modèle aquatique, du coup. c'est encore une fois, c'est de la logique bien pétée comme il faut. Ah, et maintenant la tête et le haut du corps. Alors là, je sens que on va commencer à se régaler, hein. L'imperméabilisation et la thermorégulation de la tête et du haut du corps, souvent en dehors de l'eau, isolation dans les parties inférieures. Donc la tête est waterproof parce qu'elle est en dehors de l'eau. Logique. C'est logique dans leur domaine à eux, c'est logique. La tête est en dehors de l'eau, donc elle est waterproof. Et ce qui est dans l'eau, par contre, c'est pas waterproof. Ah non. Ça n'a aucun sens. La cavité orale est modifiée pour un régime alimentaire aquatique. Ah bah alors ça, je veux bien voir, tiens. Qui a ensuite permis de parler. Et là, par contre, c'est non sourcé. Hein, la cavité orale est modifiée pour un régime alimentaire aquatique. Ah bah je veux bien voir ça, parce que nos dents, c'est l'opposé d'une dentition de piscivore. Hein. Les dentitions de piscivore, c'est des dents petites, pointues comme des harpons. Très fines et pointues comme des harpons. Nous, on a des grosses molaires plates, de bons gros omnivores. Donc, et ça s'adapte très bien aussi à une évolution en milieu terrestre, donc je vois pas d'où ça vient. Le cerveau a grossi grâce à un régime alimentaire marin, c'est-à-dire que là, en plus, non content de nous dire que l'être humain est apparu dans l'eau, ils nous disent que l'être humain est apparu en environnement marin. Je ne sais pas si vous voyez la différence, mais la différence, c'est que du coup, tous les fossiles qu'on trouve dans la vallée du Rift, eh ben, il faut se torcher le cul avec pour une origine humaine en milieu marin, parce que c'était pas du tout un environnement marin là-bas, hein. C'était un environnement lacustre, il y avait des lacs, comme il y en a encore aujourd'hui d'ailleurs, hein. Donc on va dire qu'ils ont dit aquatique et pas marin, hein. Et est-ce qu'il faut absolument un régime alimentaire à base de poissons pour avoir un grossissement du cerveau? Eh ben même si c'était le cas, eh ben on peut quand même attraper du poisson sans être semi-aquatique. Il y a plein d'animaux qui le font, comme les ours par exemple. Donc
Et puis les êtres humains depuis 2 millions d'années, comme on en a trouvé la preuve, dans 7 articles qui ont été décrits dans cet article-là, voilà. Les premiers hominines ont un régime alimentaire divers, incluant des proies terrestres et aquatiques depuis 2 millions d'années, preuve dans le bassin du Turkana au Kenya. Voilà, et ils ont des traces de découpe qui montrent bien, voilà, des traces de découpe sur des ossements, qui montrent que la nourriture aquatique a été pêchée et a été découpée ensuite sur la terre ferme. On continue. Nos sens sont atténués dans un environnement aquatique. Oui, on est complètement incapable de voir, d'entendre, de sentir ou même de parler sous l'eau, de communiquer sous l'eau. Donc on est forcément adapté au milieu aquatique. Logique. On a des sinus paranasaux qui permettent à la tête de flotter au-dessus de la surface de l'eau, ouais, et qui font aussi extrêmement mal quand on inhale de l'eau. Donc, pareil, c'est circonstanciel total. Tous les animaux ont des sinus, hein. Absolument tous. À part les animaux aquatiques, justement. Les animaux aquatiques, ils ont tendance à perdre leur sinus parce que ça sert à que dalle et ça emmerde le monde plutôt quand on est aquatique. Donc avoir des sinus, c'est plutôt un argument contraire à une adaptation à la vie aquatique. Nos narines sont orientées vers le bas afin d'empêcher l'eau de rentrer dedans. Oui, parce que vous savez, l'eau qui est au-dessus de nos têtes, comme ça, on a le niveau de l'eau qui est là, et l'eau est au-dessus de nos têtes, et comme ça, elle rentre pas dans nos narines. Vous savez, c'est comme ça que ça marche, la gravité. Bande 2. C'est qui a dit ça, la référence numéro 2? Vas-y, référence numéro 2. Là, c'est genre le biais de confirmation. Morgane, tiens, la fameuse conférencière de la dernière fois, qui nous a dit ça. C'est genre le biais de confirmation. Tout ce que je vois, là, on a les narines tournées vers le bas, ça empêche l'eau de rentrer dedans. Mais dans quel univers? Dans quel putain d'univers ça empêche l'eau de rentrer dedans? C'est genre la pire idée du monde. Tous les animaux semi-aquatiques ont des narines tournées vers le haut. Les crocodiles, les grenouilles, les hippos, les loutres, tous, ils ont tous les narines tournées vers le haut précisément parce que la narine vers le bas, c'est de la merde. Notre lèvre supérieure est le philtrum qui permet de fermer les narines quand on plonge. Non, ça ne permet pas de faire ça. Spécialisation de la cavité orale. La bouche est réduite, la mâchoire est ronde. Alors, la mâchoire est ronde que depuis le genre Homo et encore pas dès le début. Chez Homo habilis, elle est encore un peu carrée. Donc, encore une fois, on sortirait du domaine. Hein, je rappelle que si on doit notre bipédalité, notre posture bipède à notre adaptation au milieu aquatique, la mâchoire arrondie, elle est arrivée vachement après. Donc non, ça marche pas. Et pareil pour la réduction de la mâchoire. Hein. Le prognatisme s'est réduit pareil plus tardivement que la bipédie. Donc le palais, les dents sont réduites. Alors les dents réduites, c'est Homo sapiens uniquement. Il n'y a que Homo sapiens qui a des tout petites dents. Les autres, ils ont des dents monstrueuses. Donc ça marche pas non plus niveau timing. La langue est versatile. Je ne vois pas en quoi c'est une adaptation au milieu aquatique. Une adaptation à la parole, mais pas au milieu aquatique. Et donc adapté à la suction feeding, donc à sucer la nourriture parce qu'elle est glissante. Et donc c'est encore une fois une préadaptation à la parole. Vous enlevez le pré et vous avez la vraie explication. C'est le suction feeding. Alors c'est quelque chose qui est pratiqué par les cachalots et les belugas. Donc les belugas l'utilisent sur le fond marin pour aspirer les invertébrés. Donc, voilà. Et c'est pas ça que faisaient les êtres humains, puisque contrairement aux belugas, on n'a aucun moyen de se repérer la tête sous l'eau. Donc comment tu les trouves, les invertébrés marins, en ayant les yeux fermés, en n'entendant rien, en pouvant pas les renifler, en pouvant à peine les toucher parce que tes poumons sont remplis d'air et que du coup t'arrives pas à rester au fond de l'eau sans dépenser une quantité d'énergie astronomique à toujours nager vers le bas, hein, du coup tes mains sont pas libres. Comment tu fais du suction feeding? Ou alors il y a les cachalots qui s'en servent pour aspirer les calmars.
Est-ce qu'on chassait le calmar? Question. Donc le suction feeding, ouais, non. Enfin, et encore une fois, hein, s'il faut attraper le poisson dans l'eau pour le ressortir, pour ensuite pratiquer le suction feeding, bah, en quoi c'est différent de quelqu'un qui vient de pêcher à poisson et qui le mange et qui est adapté à la vie terrestre, qui vient de pêcher à poisson et qui revient de manger sur Terre? Encore une fois, testabilité de votre hypothèse, néant. Falsifiabilité de l'hypothèse, raté aussi. Donc les dents qui sont bunodontes, hein, qui sont relativement basses et plates, avec une émail très épais, afin de casser les coquillages. C'est pas comme si, mais là je vais juste m'avancer, mais c'est pas comme si la quasi-totalité des primates avaient des dents plutôt basses, avec un émail très épais. C'est pas comme si on voyait ça aussi chez les gorilles, chez les chimpanzés, chez les orang-outans. C'est pas comme si Paranthrope, le paranthrope qui est on ne peut plus terrestre et on ne peut plus herbivore, qui mangeait, dont certaines espèces de paranthropes se nourrissaient, et on le sait grâce aux analyses isotopiques, se nourrissaient de plantes en C4, donc des plantes qui sont spécifiquement adaptées à la sécheresse. C'est pas comme si les paranthropes avaient l'émail le plus épais de tous. Hein, donc paranthropes qui ne pouvaient se nourrir que de plantes de milieu sec. Hein. Donc non, c'est des conneries ça. Hein. Ça c'est les molars basses avec émail très épais, c'est omnivore. C'est régime omnivore et c'est pas spécialement adapté. Et d'ailleurs, c'est pas le problème est pas tant dans l'épaisseur de l'émail quand on veut casser des coquillages que dans la puissance du muscle masticateur. Puissance du muscle masticateur qui, je le rappelle, chez l'être humain, est absolument ridiculeusement faible. Parce que l'être humain, il est moins con que ça. Il a des pouces opposables et il est capable de fabriquer des outils qui peuvent péter les coquillages pour pouvoir les ouvrir. Hein, donc ça c'est de la connerie, mais alors d'un autre monde, hein, d'un autre temps. Référence 6, la connerie d'un autre monde, on la doit à bah tiens, le bouquin dont on parlait tout à l'heure, ce ce fameux bouquin là que je suis allé voir tout à l'heure et qui n'expliquait pas pourquoi l'ocytocine, qui n'expliquait pas d'où venait cette idée de l'ocytocine, qu'il y avait plus d'ocytocine quand on était sous l'eau. Voilà, hein, on reconnaît les références solides encore une fois. Alors on n'a pas une capacité à boire beaucoup et une faible tolérance à la déshydratation. Bah ça, on n'a pas une capacité à boire beaucoup, une faible tolérance à la déshydratation. C'est intéressant ça. Ça vient d'un article dans Souvenir Presse. Ouais. Ouais, bah ils ont dû pas se rappeler, je sais pas. Je vois rien à répondre à ça. Une faible tolérance à la déshydratation, par rapport à quoi, par rapport à qui. Je veux dire, littéralement, on transpire à longueur de temps. Il faut boire 1 litre d'eau constamment, tout le temps. La faible tolérance à la déshydratation, je comprends pas ça. On est quand même capable de survivre 4 jours en se déshydratant. Alors, ok, on n'est pas une espèce... Ok, on n'est pas comme les petits damans, par exemple, qui pissent littéralement de la glu, hein, de l'urée quasiment pure. Alors, c'est vrai, on n'est pas l'espèce la mieux adaptée à la sécheresse, je l'avoue. Mais enfin, ceci étant dit, ça veut pas dire pour autant, je veux dire, il y a 1 million d'autres espèces qui sont pas spécialement adaptées à un milieu sec non plus, et qui sont pas pour autant semi-aquatiques. Je veux dire, il n'y a pas une ligne fine entre semi-aquatique et adapté à la vie dans le désert. Il y a toute une gamme de modes de vie entre les deux. Donc, dire qu'on a une faible tolérance à la déshydratation, ouais, ça veut dire qu'on n'est pas une espèce adaptée à vivre dans le désert. Bon, ceci dit, dans une savane, ça passe. Hein. Dans une savane, je vous rappelle qu'il y a tout, depuis des antilopes quasiment semi-aquatiques, comme les waterbuck, les sitatunga, les buffles, et même les rhinos, dans un sens, qui peuvent aller plus ou moins se tremper le cul dans l'eau assez souvent. Les éléphants, qui vont très souvent se tremper le cul dans l'eau. Hein. Donc ça, c'est la savane. Et puis, vous avez
les trucs qui peuvent résister à la sécheresse de façon incroyable, comme les zèbres par exemple, ou bien les damans justement, dont je parlais tout à l'heure, hein, les babouins aussi. Donc on peut vivre dans la savane même en ayant une faible capacité à résister à la déshydratation. Donc même si j'étais d'accord avec cette idée qu'on a une faible tolérance à la déshydratation, je vois pas en quoi c'est un argument contre un mode de vie terrestre. Nous avons des sacs d'air vestigiaux, laryngeal sacules, qui sont utilisés pour flotter, qui étaient utilisés pour flotter chez notre ancêtre grand singe. Vous vous rappelez quand il nous disait, quand il nous disait chez Homo sapiens, on va se servir des ressources côtières, et maintenant, faut remonter jusqu'à notre ancêtre avec les grands singes, celui qui vivait il y a 7 millions d'années. Vous vous rappelez, comme je vous disais, comment il se torchait le cul avec la chronologie? Bah là, vous en avez un symptôme. Donc on a des sacs d'air vestigiaux. Bah c'est dommage, il aurait fallu des sacs d'air bien développés pour que ça marche. Pour que l'argument marche. Hein. Après, de ceci dit, l'argument en lui-même, je le trouve pas très convaincant, même si les sacs d'air n'étaient pas vestigiaux. Donc on a des cheveux sur la tête qui bloquent la lumière du soleil dans les eaux tropicales. Encore une fois, les mêmes cheveux ne pourraient pas remplir la même fonction si nous vivions dans la savane, évidemment. Je veux dire, à quoi penses-tu, mon bon? Et nous avons des cheveux gras, ce qui permet de les isoler, de les waterproofer, ce qui permet de les rendre imperméables. Oui, ça permet aussi de rendre le scalp plus solide, ça sert de protection, ça peut servir à plein de trucs. Et je vois pas ce que le fait d'avoir les cheveux et juste les cheveux waterproof, il changerait quoi que ce soit. Ça empêche aussi le bébé de s'accrocher dessus, le fait qu'il soit huileux. D'avoir les cheveux huileux, ça empêche le bébé de s'accrocher dessus parce que ça, vous vous rappelez, on l'a vu tout à l'heure là, ça permet normalement au bébé de s'accrocher aux cheveux. Bon bah s'ils sont huileux, ça empêche un peu. Donc on a du cérumen dans les oreilles, ce qui empêche l'eau de rentrer dans les oreilles. Alors je m'inscris en faux, non. ça marche moyen. Ça marche très moyen. Le truc qui empêcherait le mieux d'empêcher l'eau de rentrer dans les oreilles, enfin le truc qui empêcherait le mieux l'eau de rentrer dans les oreilles, ce serait de pouvoir les fermer, ou voire même de pas avoir d'oreilles du tout, comme les dauphins par exemple. Mais avoir de l'huile qui est sécrétée dans les oreilles, ça t'empêche juste d'entendre, c'est un peu emmerdant. Ça empêche les bactéries surtout, ça a surtout un rôle antibactérien, mais pas tellement... Non, pour empêcher l'eau de rentrer, c'est un peu à chier. On va dire les choses comme elles sont. Les glandes sébacées, qui sécrètent du sébum, avec du squalène. Squalène, ça ressemble à requin, alors ça va être vachement important. Et donc qui rendent aussi notre peau waterproof. Donc sur notre tête et la partie haute du corps. Donc on a des glandes sébacées, et ça, pareil, ça n'a rien à voir avec le fait de protéger cette muqueuse très importante qu'est la peau. Encore une fois, ça a tout à voir avec le waterproofing, voilà, l'imperméabilisation. On est incapable d'expliquer la présence de glandes sébacées si on ne passe pas par une phase aquatique, bien sûr. Alors là je me sens concerné parce qu'on parle de myopie et d'astigmatisme, qui corrige pour la réfraction dans l'eau. Donc je ne savais pas, mais je suis déjà préadapté à vivre dans l'eau. La myopie et l'astigmatisme sont des adaptations à vivre dans l'eau. Eh oui, vous ne le saviez pas, mais moi je vous le dis. Alors, moi je suis myope, j'ouvre souvent les yeux dans l'eau, j'y voisouille, J'y voisouille parce que l'eau ça pique, surtout l'eau de mer. Donc avant même que la myopie vous permette de voir dans l'eau, il y a déjà cet obstacle assez particulier qui est que l'eau ça pique les yeux mais grave. Sans parler du nombre d'infections que vous pouvez développer en ouvrant les yeux dans une eau dégueulasse. Donc non, ça c'est de la connerie. C'est de la connerie en barre de sang. On a une très bonne vision sous l'eau. Non. Ah ouais, alors si on contracte les pupilles, en contractant les pupilles à fond, on a une très bonne vision sous l'eau. Non. Non. On a une vision en couleur et une vision en noir et blanc, et c'est adapté à l'environnement aquatique. Ce qu'il y a de bien, c'est que là, il dit c'est la vision en couleur et la vision en noir et blanc qui est adaptée à un environnement aquatique. Parce que voir en couleur et ou en noir et blanc, ça sert à rien quand on vit à l'air libre.
je vous le dis, hein, c'est pareil, ça sert à rien. On a un sens de l'odorat qui est réduit. Parce que ça sert à rien dans l'eau ou sous l'eau. C'est un énorme mensonge. C'est un énorme mensonge. On peut très bien sentir sous l'eau, mais c'est juste que la plupart des animaux... c'est juste que nous, en tant que primates, on part déjà avec un capital bulbe olfactif très faible. Tous les primates ont des bulbes olfactifs ridiculeusement petits, puisque les primates sont plutôt adaptés à la vision. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a une vision tricolore, trichromatique. On est des animaux très visuels, nous les primates, donc on a cette vue binoculaire et trichromatique, et du coup le sens de l'odorat, les primates l'ont laissé de côté, globalement. Ça n'a rien à voir avec une adaptation au milieu aquatique. Dans la catégorie des adaptations sensorielles, il y en a une que j'ai oublié de faire et du coup que je rattrape au montage parce que celle-là, je peux vraiment pas la laisser passer. C'est un vilain mensonge et c'est l'agrandissement des canaux semi-circulaires de l'oreille interne qui permettent un meilleur équilibre sous l'eau et sur terre en lien avec la posture bipède. Donc au-delà du fait déjà qu'ils te balancent eux-mêmes que ça assure un meilleur équilibre sous l'eau et sur terre, donc c'est pas du tout une adaptation spécifique à la vie aquatique, c'est un énorme mensonge parce que les canaux semi-circulaires de l'oreille interne, que vous voyez là, ici, donc les canaux semi-circulaires de l'oreille interne, vous avez ici la cochlée d'un primate et ici les canaux semi-circulaires du primate, donc un dans chaque dimension de l'espace, dans les 3 dimensions de l'espace, qui permettent effectivement de capter les mouvements de la tête et donc assurent l'équilibre général de la tête et du corps. Eh bien ces canaux semi-circulaires, quand vous comparez celui d'un primate à celui d'un cétacé, en réalité, chez les animaux aquatiques, les canaux semi-circulaires sont réduits, ils ne sont pas agrandis. Et là, vous avez les espèces intermédiaires entre les deux. Donc tout ça, c'est des cétacés fossiles, ce sont des archéocètes, si je me rappelle bien. Donc on a les formes transitionnelles semi-aquatiques entre les formes terrestres ici, entre une espèce terrestre, un primate, et ici une espèce complètement aquatique, et ici les formes semi-aquatiques entre les deux. Et on voit très bien donc la tendance générale à la réduction des canaux semi-circulaires. C'est pour ça que je dis, là c'est même pas qu'ils n'ont pas fait leur devoir à ce niveau-là. C'est juste des cancres, c'est juste des énormes cancres, ou des menteurs. Donc soit ils sont nuls, soit c'est des menteurs, mais on peut pas avoir raté ça au niveau de la littérature, quoi. C'est juste pas possible. Ce que je vous montre là, la photo est pixelisée, elle est de mauvaise qualité parce qu'elle date de 1992. C'est un truc super vieux, c'est connu depuis super longtemps ça. Donc c'est juste complètement impardonnable. On a une très très forte tolérance au goût salé. Et ça c'est parce qu'on a l'habitude de vivre sous l'eau. Alors c'est pareil, ça doit faire longtemps qu'ils n'ont pas vu des animaux de la savane bouffer du sel. Parce que c'est ça qu'ils font les animaux de la savane. Je veux dire, il y a littéralement des éléphants qui vont dans des anciennes mines de sel pour aller gratter les parois pour récupérer le sel. Quand vous mettez un bloc de sel, d'ailleurs les safaris font souvent ça, ils mettent des blocs de sel près des points d'observation, justement pour que les animaux, là, si vous avez une cachette, voilà, une espèce de tour d'observation ou une cachette, un cabanon en bois pour pouvoir regarder les animaux. Ce qu'ils font souvent dans les trucs de safari, c'est qu'ils vont mettre un bloc de sel parce qu'ils savent que le bloc de sel va attirer les animaux. Et les animaux, ils lèchent le bloc de sel à longueur de journée. Parce que sécher le bloc de sel, ça permet d'ingurgiter du sel, et en milieu sec, ça permet de mieux conserver l'eau à l'intérieur du corps. Tout se passe donc comme si une adaptation au goût salé était effectivement présente chez l'être humain, tout se passe comme si cette adaptation à tolérer les goûts fortement salés était en fait une adaptation pour pouvoir manger du sel et donc conserver notre eau à l'intérieur de notre corps dans un milieu plutôt sec comme une savane par exemple. Encore une fois, nécessité d'invoquer un ancêtre aquatique, et encore une fois, stupidité d'invoquer un ancêtre marin. Je rappelle que la quantité de fossiles qu'on trouve, il y en a quasiment aucun près des milieux marins avant l'origine d'Homo sapiens. Donc c'est emmerdant. Si, on a des grottes de Néandertal qui sont près de la mer.
On a quoi d'autre qui est près de la mer? Non, mais je veux dire, de toute façon, ça sert à rien. Enfin, l'Australopithèque, il est jamais près de la mer. Donc rien que ça fout tout en l'air. Toumaï, Sahelanthropus, au milieu du désert du Tchad. Voilà, à côté du lac Tchad. Voilà, c'est un lac, c'est pas l'océan. Alors c'était peut-être un lac salé, hein, je sais pas, je connais pas la géologie du lac Tchad plus que ça, mais je veux dire, quoi qu'il arrive, c'est stupide de s'imaginer une adaptation à un environnement marin quand quasiment tous les fossiles qu'on trouve sont dans des milieux lacustres, quoi. Mais bref, de toute façon, cette tolérance au sel, quand bien même elle serait réelle, s'explique très bien dans un milieu de savane, à une adaptation dans un milieu de savane. Le cerveau, parce qu'évidemment quand on parle évolution humaine, on peut pas se passer de parler du cerveau. Alors, il y a eu un récent... Alors ça, c'est intéressant, ça. Attends, on va d'abord commencer là, parce qu'il y a une flèche qui monte. Donc, le grandissement du cerveau a été permis grâce à un régime alimentaire marin, parce qu'il y a beaucoup de nourriture marine, parce que dans la savane, il ne doit pas y avoir beaucoup de nourriture, hein, je veux dire. Et elle est très facile à accéder. Bon, c'est pareil, dans la savane, il n'y a pas beaucoup de nourriture, elle n'est pas facile à accéder. Mais encore une fois, c'est pas forcément la nourriture marine, mais la nourriture aquatique. J'en reviens pas que je corrige leur propre infographie. Et cette nourriture aquatique, on sait que l'être humain était capable de l'acquérir sans pour autant avoir à tremper son cul dans l'eau. Idée qui aurait été d'ailleurs très très conne étant donné la quantité de crocodiles qu'il y avait à l'époque. Hein. Et les micronutriments, le DHA, le iodine, le zinc, le sélénium, qui permettent au cerveau de se développer. Mais comme j'ai dit, on peut accéder à cette nourriture sans pour autant être semi-aquatique, comme le démontre cet article ici. Hein, on peut aller chercher de l'eau dans le milieu aquatique sans pour autant vivre dans le milieu aquatique. Et alors, ce qu'ils nous disent à partir de là, c'est que récemment, il y a eu un rétrécissement de la taille du cerveau qui est dû à un changement vers un mode de vie. Ah bah non, là, un mode de vie d'eau douce et plus terrestre. Ah bah merde, exactement le contraire de ce que nous indique le registre fossile. Alors pas par rapport à la réduction du cerveau, elle a lieu chez Homo sapiens anatomiquement moderne, donc il y a moins de 200 000 ans. Cette réduction de la taille du cerveau, elle a lieu il y a moins de 200 000 ans. Par contre, le registre fossile, lui, il nous indique le contraire, c'est-à-dire qu'on trouve tous les fossiles à l'intérieur des terres, d'Australopithecus, d'Homo habilis, de Sahelanthropus, d'Ardipithecus, et même d'Homo erectus, tout ça c'est à l'intérieur des terres, et c'est seulement chez les espèces d'Homo les plus récentes, notamment Homo sapiens, qu'on commence à avoir des fossiles, des traces d'occupation sur les côtes. Donc par exemple la grotte de Blombos dont je vous parlais tout à l'heure, et puis les abris de Néandertal, qui se trouvent aujourd'hui submergés en France par exemple, donc qui devaient être au bord de la mer à une certaine époque. Donc c'est un peu l'opposé de ce qu'indique le registre fossile. Que cette réduction du taille du cerveau serait due à une migration à l'intérieur des terres. Hein, c'est pour ça que c'est important de connaître sa chronologie. C'est parce que ça permet de faire des théories cohérentes. Voilà. Donc l'agrandissement du cerveau dans la lignée humaine serait dû à une réorganisation qui a mené à une plus grande intelligence de la créativité et syntactic ability, quoi que ça veuille dire. Ceci n'est pas une preuve de quoi que ce soit. Ah, la syntaxe, d'accord, syntactique, syntaxe, donc la syntaxe et la capacité de parler, de chanter donnent naissance au langage humain. Et évidemment, ils vont nous dire que c'était des préadaptations. Hein. Tout ce qu'ils nous disaient tout à l'heure sont des préadaptations, hein, la langue, etc. Donc, l'apprentissage vocal, parfait sous l'eau. Hein. La capacité de parler et de chanter sont permises par le contrôle du souffle qui devait certainement exister déjà bien avant l'origine de la lignée humaine, et la capacité à articuler, qui serait liée à un régime alimentaire aquatique, parce que la succion qu'on ne pouvait pas pratiquer puisqu'on ne peut pas mettre la tête sous l'eau. Hein, parce que pour sucer, le seul intérêt de la suction feeding, c'est d'avoir la tête sous l'eau quand on le fait. Donc, et quand on a la tête sous l'eau, on est comme des cons, on n'y voit rien, on n'entend rien, on comprend rien. Donc les fameuses préadaptations que si vous enlevez pré, vous avez une meilleure idée de comment ça s'est produit. Donc c'est ça, et tout cela part évidemment du principe que la capacité de parler est apparue après
tous ces caractères-là, ce qui est totalement indémontrable, puisque on n'aura jamais de fossiles suffisamment bien préservés pour préserver toutes ces parties molles. Donc c'est quand même bien pratique de dire que la capacité de parler est apparue après ces caractères-là, et que donc ce sont ces caractères qui sont des préadaptations à la capacité à parler, puisque de toute façon on ne pourra jamais leur prouver qu'ils ont tort, vu qu'on trouvera jamais les fossiles pour ça. C'est quand même vachement pratique, mais n'empêche que ça rend ton schéma de pensée là, ça le rend complètement indémontrable, et donc limite non scientifique, voire même complètement non scientifique, comme la plupart des choses qui sont là-dedans. Hein. Donc voilà, et puis encore une fois, quand vous allez, même en ayant débunké tout ça, hein, vous allez encore dire comme je le disais dans la première vidéo, vous allez encore avoir des gens qui vont vous dire oui, mais peut-être que la phase dans l'eau de l'humain a été trop courte pour qu'il y ait des adaptations très nettes qui se développent. Bah oui, mais dans ce cas-là, ça fait de ta théorie une théorie absolument non testable, puisque si on peut pas voir les adaptations en question, eh ben on peut jamais tester ton hypothèse et savoir si elle est vraie ou fausse. Donc ça rend ta théorie complètement non scientifique. Bon bref. Donc la parole, les chansons, les expressions faciales, qui remplacent l'expression du corps, tandis que nana au-dessus de l'eau. Bah oui, mais ça, non, ça c'est ça remplace les expressions corporelles en présence de bipédie. Bah non, ça c'est vrai de tous les primates, en tout cas tous les singes ont des expressions faciales et il y en a aucun qui est aquatique. Tous les singes s'expriment par expression faciale, les chimpanzés, bon sang, s'expriment par des expressions faciales. Et les expressions du corps, pourquoi les expressions du corps chez l'être humain s'effacent à la faveur des expressions faciales encore plus que chez les autres singes? Bah parce qu'on est bipède et que du coup on voit pas le corps, on est en face de la tête quand on parle. Ça s'explique très bien juste avec la bipédie. Tiens, il y en a un que j'ai raté là. La sueur s'évapore à travers le haut du corps et ainsi on a un plus haut taux de tête que du haut du corps de l'arrière. Je comprends pas, mais le fait qu'on produise de la sueur pour se refroidir, ça va complètement à l'encontre de l'idée qu'on vivait dans l'eau. Les espèces qui vivent dans l'eau n'ont pas de glandes sudoripares. Ça ne sert à rien, puisque le produire de la sueur ne sert à rien quand vous vivez tout le temps dans l'eau. Il suffit d'aller vous tremper le cul dans l'eau pour vous refroidir. Donc le fait que nous transpirions et que nous transpirions si abondamment est en réalité un très fort argument contre l'idée qu'on a évolué dans l'eau. Donc ça c'est débile, hein. Là ils auraient mieux fait de pas en parler, tiens, j'aurais mieux fait de pas le voir du tout ça, parce que là c'est complètement con ça. Ah bah oui, on produit de la sueur et ça c'est quand même vachement intéressant quand on vit dans l'eau. Non, c'est débile. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle un millefeuille argumentatif, et la durée immense de cette dernière vidéo de la trilogie Aquaman vous illustre parfaitement le principe d'asymétrie de Brandolini, à savoir pondre une connerie, ça prend 2 secondes, la débunker, ça prend des plombes, et encore, j'ai pas pris le temps de vérifier toutes leurs sources. Imaginez si j'avais pris le temps de faire ça, mais enfin leurs arguments sont tellement débiles, sont tellement faibles, en réalité, qu'il y a vraiment aucun intérêt à prendre la théorie du primate aquatique en compte quand on parle d'évolution humaine. Ce n'est pas une théorie, c'est une fantaisie. Voilà, c'est tout pour cette grande trilogie, cette épopée de l'Aquaman, et je vous dis à très bientôt sur notre chaîne. Salut!